messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité ce soir, un nouveau siège pour la radiodiffusion télévision du Burkina. L'idée est soutenue par le ministre d'État. Simon Compaoré promet relayer ce besoin aux décideurs. Il était en visite ce matin dans les locaux des éditions Sidoya et de la chaîne au cœur des grands événements. Pendant ce temps, l'Assemblée nationale opte pour une digitalisation complète. Nouria, c'est le nom de ce programme qui englobe la formation des acteurs, la numérisation des services et le renforcement des capacités des parlementaires. Nous en saurons plus dans ce journal. Et puis, la piste d'un attentat est écartée par les autorités canadiennes. L'identité du conducteur de la camionnette qui a foncé sur des piétons a été dévoilée. Alec Minassian n'aurait aucun lien avec aucune organisation terroriste. L'étudiant de 25 ans aurait délibérément foncé dans la foule, tuant une dizaine de personnes. Bienvenue à tous. Tout d'abord, cette visite du ministre en charge du commerce à l'usine de transformation des fruits et légumes de Lumbila. 7 ans après la pose de la première pierre de cette unité industrielle, sa mise en œuvre piétine sur le terrain. En s'y rendant ce mardi, Aruna Kaboré marque ainsi la volonté du gouvernement à voir la structure répondre aux aspirations des acteurs dans les plus brefs délais. Gérard Sommet et Zoubaviel David Dabiré. Des pas de course pour sauver la société de transformation des fruits et légumes de Lumbila. Aruna Kaboré et ses collaborateurs s'imprègnent ici de l'état de mise en œuvre de cette unité industrielle présentée en 2011 comme le fleuron de l'industrie burkinabé et aujourd'hui encore à l'étape de conception. Après une visite guidée des lieux et des échanges avec les techniciens indiens commis à la finition des travaux, le ministre prend des résolutions pour la relance de l'unité avec les objectifs de départ. Nous avons pensé en tout cas qu'il fallait se donner les moyens pour poursuivre le projet et le finaliser, et afin que les objectifs pour lesquels il a été initié, qu'on puisse les atteindre. Et nous avons entrepris des démarches avec l'administration provisoire afin donc de redémarrer le processus qui doit normalement conduire jusqu'à la finalisation des travaux et à l'exploitation du complexe industriel. Et pour atteindre ce stade d'exploitation, il faut d'abord évaluer l'existant, investir pour l'achat des machines, achever les bâtiments et identifier les canaux d'approvisionnement en matières premières nécessaires en vue de son fonctionnement effectif. Pour y arriver, l'État compte sur l'appui financier de ses partenaires. Lorsque nous faisons l'évaluation, nous nous sommes donné les moyens parallèlement de trouver effectivement donc le financement additionnel, avec la BIDC qui est avec un apport effectivement donc de fonds de la Exim Bank N, et nous pensons effectivement qu'à ce niveau il n'y a aucun problème. Nous devrons arriver à la fin des choses effectivement à mettre le panier en place qui à la fois règle la question effectivement de travaux à faire, la question du financement et comment est-ce qu'on gère la question de l'approvisionnement. Et à partir de cet instant, on peut bel et bien afficher un calendrier pour dire l'usine finit tant et on devrait pouvoir donc faire fonctionner les choses de cette manière. Difficile donc de donner une date de finition des travaux et les montants qui y seront engagés. Mais la certitude, selon les techniciens, cette unité industrielle devra permettre la création de près de 60 emplois directs et des centaines d'emplois indirects. D'accord. Donc Simon Compaoré était donc ce matin dans les locaux des médias publics. Les éditions Sidoya et la radiodiffusion télévision du Burkina ont tous deux de nouveaux directeurs généraux que le ministre d'État est allé encourager. Simon Compaoré promet ainsi plaider pour la construction d'un siège digne et moderne pour la RTB. Le compte-rendu de ces visites avec Jean-Eudes Bayala et Vincent Kendrebogo. Quand Simon Compaoré se rend à l'immeuble de la Lonabé, c'est pour rencontrer les premiers responsables de la RTB et notamment féliciter et encourager le nouveau directeur général Pascal Yembouani Tiombiano qui a pris fonction le 2 mars dernier et du soutien le nouveau DG en a besoin. Appuyé par le PCA de la RTB, Alexis Konkubo, il fait part au ministre d'État des ambitions nourries pour la maison et les défis à relever parmi lesquels un nouveau siège pour la RTB. Cette quête d'avoir un ciel est tout à fait légitime. On ne peut même pas comprendre que jusque-là, la RTB reste encore dans une location, dans un bâtiment qui s'appelle bâtiment de la Lonabé, alors que la RTB constitue une grande institution. Ce n'est pas normal.
Ce qui nous concerne, les ministres, c'est également accepter que lorsqu'il y a des dossiers qui touchent la RTB, qu'on puisse appuyer de toutes nos forces. Avec de telles assurances, le chantier du nouveau siège peut être relancé. Le projet a été relancé avec l'agence Faso-Bara qui a sélectionné un certain nombre d'entreprises et il est prévu théoriquement à la mi-mai le démarrage de ce siège-là qui va se trouver du côté de Gounguin, juste à la descente de l'échangeur route de Gounguin, là où se trouve actuellement le centre émetteur, la société burkinabé de télédiffusion. Aux éditions Citoya, c'est un autre nouveau DG qui reçoit la visite de Simo Compaoré. Là aussi, les défis sont énormes, comme doter ce groupe de presse publique d'une imprimerie à la taille de ses ambitions. Un passage à la rédaction et Simo Compaoré n'échappera pas à des questions de journalistes, et ça commence par les missions même du ministre d'État. Ce n'est pas surtout le boulot qui manque, à moins qu'on ne veuille pas travailler. Et moi, je suis conscient que nous sommes attendus. Il est aussi interpellé sur une histoire de loyer de son ministère qui coûterait 4 millions de francs CFA par mois, selon une information rapportée par un journal. Ce qui a été dit dans le journal est faux, archi faux. La preuve, Simo Compaoré ne peut pas aller louer un bâtiment. Et que signifie l'image de Simo Compaoré dans un grain de thé avec des jeunes publiés sur le net? Moi aussi, je refuse de vieillir. Et je me considère comme jeune. Dans une ambiance bon enfant, le ministre d'État encourage les travailleurs de cet organe à mieux faire dans leur production, tant dans la forme que dans le fond. Le président de l'Assemblée nationale est en visite de travail à Ottawa où il a été reçu en audience par le président de la Chambre des communes du Parlement canadien. Avec son homologue Alassane Bala Sakandé a surtout parlé coopération entre les parlements canadiens et burkinabés. Suivez. C'était pour moi vraiment un honneur d'accueillir le président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso et aussi l'ambassadeur du Burkina Faso au Canada. Ce sont des personnes très importantes et vous savez que les relations entre le Canada et le Burkina Faso sont de longue date et sont des liens assez proches. Alors c'était pour moi aussi un plaisir de discuter du développement des nouvelles de Burkina Faso et de la région, les questions de développement démocratique, du renforcement des institutions parlementaires, des questions de sécurité dans la région, etc. Alors j'ai beaucoup aimé ces discussions. Noria, c'est le nom de baptême d'un programme pensé pour moderniser l'Assemblée nationale. Les acteurs de sa mise en œuvre sont en ce moment en séance de travail, et ceci pour donner un coup d'accélérateur à ce programme. Plusieurs composantes y sont inscrites, découvrons-les avec Moussa Ouedraogo et Oumar Zombré. C'est une rencontre de travail entre parlementaires et responsables du programme Noria. Objectif: accélérer la mise en œuvre de ce programme qui vise à la fois la digitalisation de l'Assemblée nationale et le renforcement des capacités des députés. C'est un ensemble d'outils qui vont permettre le renforcement des capacités des députés pour leur permettre d'atteindre les objectifs qui ont été définis dès l'entame de la 7e législature, à savoir avoir une institution parlementaire performante qui puisse, avec la fonction publique parlementaire, faire le compte-rendu à temps réel. Noria est exécuté avec le concours technique et financier de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Nous avons en chantier 4 composantes que je vais définir. La première, c'est le câblage du bâtiment législatif qui permettra aux services de transcription, aux services d'information d'échanger entre eux. Nous avons également le financement d'un serveur de partage de fichiers. Nous sommes en train de doter l'Assemblée, les écrans sont là, de 5 écrans qui vont être installés dans les prochains jours.
Et enfin, nous avons prévu d'installer des logiciels de transcription. Le programme Noria va aussi soutenir l'Assemblée nationale dans la reconstitution de ses archives, dont une partie a été détruite lors des événements du 30 et 31 octobre 2014. À Fadane Gourma, le Congrès pour la démocratie et le progrès était face à ses militants. Edi Komboyego et sa délégation ont procédé à l'installation de nouveaux dirigeants dans cette partie du pays. Il était aussi question de la préparation du Congrès de l'ex-parti au pouvoir prévu le 7 mai prochain. Le point avec Seydou Nikema et Mahamadi Oudraogo. Des militants et sympathisants du Congrès pour la démocratie et le progrès CDP accueillent leur président et sa délégation à Fadane Gourma. À cette conférence, ils se penchent sur la vie du parti, la situation nationale, les défis et les enjeux de développement à relever au Burkina Faso. Notre marche vers le pouvoir est la ferme volonté d'apporter des solutions concrètes aux attentes des populations. Des attentes économiques en termes de productivité, avec un véritable pouvoir d'achat des ménages, des questions de protection sociale et de la reprise en charge des frais des maladies, de l'éducation et de l'emploi des jeunes de tous les Burkinabés. Le CDP a des propositions concrètes. Cette rencontre consacre également l'installation officielle des responsables des sections et sous-sections des 5 provinces de la région de l'Est. Ces derniers sont chargés de galvaniser les troupes du parti de l'EPI et de la Daba en vue d'engranger des victoires lors des futures élections. La tempête que le parti a traversée nous a permis vraiment de nous raffermir encore la conviction. Nous allons élargir notre base, nous allons renforcer notre position dans la région et nous acquérir pour le combat à venir. Le président Edi Komboyego précise que la reconquête du pouvoir est la priorité de son parti. Et selon lui, cela passe nécessairement par l'union et la cohésion au sein du CDP. Il appelle les militants de son parti à cultiver l'esprit de tolérance et de réconciliation. Des innovations, il y en a dans les nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition. Elles sont révélées par l'ARCOP au directeur des marchés publics et des affaires financières. Ce matin, l'autorité de régulation de la commande publique a lancé une formation qui va concerner 250 acteurs directs. Les précisions avec Alidou Badini et Moumouni Soubeiga. Les nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition font partie des nouveaux textes en vigueur dans la gestion de la commande publique au Burkina. Et pour permettre leur meilleure appropriation, l'autorité de régulation de la commande publique a opté de former les principaux acteurs de la chaîne de la commande publique. Il s'agit donc d'outiller les acteurs directs de la commande publique, qui sont notamment les directeurs des marchés publics, les gestionnaires de crédit, appelés communément les DAF, à l'utilisation des nouveaux dossiers standards nationaux d'acquisition. Ce sont des dossiers types qui permettent aux autorités contractantes, lorsqu'elles veulent lancer des procédures d'acquisition, d'organiser la concurrence en adaptant ces dossiers au regard donc de leurs besoins spécifiques. Le nouveau dispositif comporte des innovations, dont des allègements des conditions de participation aux procédures de demande des prix pour les marchés des travaux, de fournitures et des services courants. C'est une innovation majeure. Il s'agit là de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises à la commande publique. Donc, il faut que les acteurs comprennent que cette catégorie spécifique d'acteurs de la commande publique là doit participer aisément à la commande publique sans qu'on ne puisse évoquer ces contraintes donc, pour pouvoir donc, les exclure de la commande publique. L'autorité de régulation de la commande publique ne compte pas s'arrêter en si bon chemin après la présente formation. Elle envisage de la poursuivre au profit d'un grand nombre d'acteurs dans l'optique de contribuer à promouvoir les bonnes pratiques en matière de commande publique au Burkina Faso. Eux aussi sont concernés par cette formation de l'ARCOP. En attendant, les gestionnaires et directeurs de l'administration et des finances du ministère de la Santé s'intéressent au budget programme. L'exercice 2018 est sur la table des échanges en vue de mieux préparer les dépenses à venir. Roger Kam et Nathalie Sawadogo donnent plus de précisions.
L'état d'exécution du budget programme au 30 mars 2018, le cadre de performance 2018, les résultats de mise en œuvre et les perspectives du volet santé du PNDS 2016-2020, ce sont entre autres les sujets qui seront débattus au cours de ces échanges entre gestionnaires et directeurs de l'administration et des finances des EPE du ministère de la Santé. Aujourd'hui, il s'agira de passer en revue déjà l'état d'exécution du budget de l'État pour le ministère de la Santé du premier trimestre 2018. Il s'agira de voir les nouveaux paradigmes de gestion, le budget programme dont on parle, comment ça va s'intégrer dans le plan de transformation en cours du ministère de la Santé. Et troisièmement, ça permettra de juger sans complaisance l'exécution de la gestion. 214 milliards de francs CFA, c'est le budget alloué au département de la santé pour l'année 2018. Un budget jugé en deçà des attentes du premier responsable. Si nous mesurons ce que les agents du système des Nations Unies disent d'allouer à la santé de chaque personne dans les pays à ressources limitées, c'est à peu près 50 000 francs CFA. Vous multipliez les 50 000 francs CFA par le nombre d'habitants au Burkina Faso, vous voyez le budget qu'on devrait attendre pour le ministère de la Santé. Malheureusement, nous n'arrivons pas à avoir ce budget. Nous avons à peu près 30% du budget attendu. Et c'est avec ça que nous devons produire la santé pour la population. Pour cette première rencontre annuelle de concertation, les acteurs de la chaîne ont 48 heures pour diagnostiquer les problèmes liés à l'exécution du budget et proposer des solutions. Et dans le chapitre environnement de ce journal, une halte sur le projet d'appui à l'adaptation des communautés riveraines des forêts au changement climatique. Mis en œuvre il y a 12 mois, le projet s'étend dans les régions du centre-est et du centre-ouest. Sur le terrain, les performances techniques sont vérifiables pour peu que les finances suivent le rythme. Les détails avec Jean-Eudes Bayala et Maïmouna Traoré. Le projet d'appui à l'adaptation des populations riveraines des forêts au changement climatique intervient dans 6 communes des régions du centre-est et du centre-ouest. Aujourd'hui, les acteurs chargés de la mise en œuvre et les partenaires techniques et financiers, que sont l'Union internationale pour la conservation de la nature et la coopération suédoise, se retrouvent pour évaluer les performances au 31 décembre 2017. Il y a des recommandations qui sont certes attendues pour nous permettre de booster les efforts, conjuguer les efforts et puis améliorer l'exécution. Parce que comme toute œuvre humaine, on est sûr qu'il y a des insuffisances qu'il faut corriger. Faisant le bilan des activités menées en une année, le chargé du projet note une performance technique de 34% contre un taux financier de 21%. C'est réellement des activités d'adaptation qu'on mène, notamment des fourrages. Les fourrages, actuellement, nous sommes à près de 18 fourrages réalisés. Il y a des parcs à vaccination. Il y a des féniles qu'on accompagne les producteurs à réaliser, près de 300 féniles. Il y a des restaurations des berges, il y a des restaurations des zones dégradées qu'on fait. Et il y a l'aspect renforcement des capacités. Et en plus de ces séances, il y a près de 200 et quelques millions qui ont été mobilisés pour l'achat du matériel, pour les accompagner. Des difficultés d'ordre structurel et technique expliquent ce faible taux de réalisation. Pour la coopération suédoise, il faut vite recadrer les choses pour obtenir de bons résultats d'ici à la fin du projet en fin décembre 2018. Nous attendons quand même que les populations qui vont bénéficier des actions puissent savoir qu'à la fin de ce projet, ils ne vont pas avoir des ressources tout le temps. Et donc c'est eux-mêmes qui doivent, sur la base des retombées du présent projet, pouvoir travailler, pouvoir se nourrir, pouvoir avoir des bénéfices. Cette réunion sera suivie d'une visite de terrain pour permettre aux participants de mieux apprécier les réalisations. Des experts venus de la sous-région étaient édifiés sur le programme 3E, l'eau, l'énergie et l'environnement, guidé une recherche menée par l'Institut 2IE et soutenue par la coopération suisse. À Ouagadougou, un atelier de capitalisation du programme a livré ses conclusions. Césaire Carfo et Adama Koulibaly, reportage. 6 ans, c'est le temps qu'auront duré les travaux de recherche du programme 3E conduit au Burkina Faso par l'Institut international d'ingénierie de l'eau et de l'environnement 2IE.
Il s'est agi au cours de cet atelier de faire le point des résultats engrangés durant ces 6 dernières années aux acteurs et aux experts venus de la sous-région. Nous avons travaillé sur plusieurs thématiques touchant à l'eau, à l'environnement, à l'énergie, toutes choses qui avaient pour but de permettre l'amélioration des conditions de vie des populations. Au point que sur la question de l'eau, il s'est agi de savoir comment faire en sorte que l'eau que nous utilisons soit saine. Nous avons enfin cette question importante de savoir comment élaborer des constructions durables. Nous avons félicité cette belle expérience de coopération entre les 2 IE et la coopération suisse, ce qui a permis 6 ans durant de travailler sur ces différentes questions. Les résultats sont là, les résultats sont appréciables et le souhait c'est que ces résultats de recherche puissent faire l'objet de vulgarisation et surtout de mise en œuvre pour améliorer les conditions de vie des populations. Ces travaux ont permis aussi de répertorier les techniques culturelles telles que le zaï, la demi-lune et les cordons pierreux, capables de faire face au climat sahélien et à la dégradation des sols. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a traduit son entière disponibilité à soutenir ce programme. L'entrepreneuriat, le leadership et le civisme, 3 notions que le réseau Yali entend inculquer au maximum de jeunes burkinabés. À Gawa, dans le sud-ouest, le réseau d'initiative des jeunes leaders africains expose sa vision d'une jeunesse plus autonome et créatrice d'entreprises durables. Dans sa démarche, le réseau est soutenu par l'ambassade des États-Unis. Madou Ouedraogo, Aboubakar Traoré. 3 communications ont été dispensées aux participants de cette caravane de formation sur le civisme, le leadership et l'entrepreneuriat. La cinquantaine de jeunes venus de la cité de Bafoudy dit avoir beaucoup appris. Le civisme, c'est un dévouement, le respect des biens. J'ai retenu aussi que nous devons être des patriotes pour dire nous devons respecter et puis nous devons accepter de défendre notre pays, notre patrie. Je veux être le coude de la jeunesse du Burkina pour qu'ils sachent que non. Et vis-à-vis de l'entrepreneuriat, les jeunes peuvent s'en sortir du côté social comme du côté financier. Selon les organisateurs, cette caravane de formation a vu le jour suite à certains constats. Les actes de civisme et de vandalisme participent pas à la construction de notre pays, le Burkina Faso, et d'où la nécessité de faire cette caravane pour combattre ces actes d'incivisme et de vandalisme. Aucun pays ne peut se développer sans l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat doit participer, est un vrai moteur pour le développement économique, le développement social et l'épanouissement de toute nation. L'ambassade des États-Unis au Burkina et l'ABPEC accompagnent les réseaux Yali pour cette caravane de formation. Gawa est la 3e ville à recevoir la caravane après Kaya et Bobo Dioulasso. Les organisateurs comptent sillonner les 45 provinces du Burkina. Restons encore dans la capitale du Sud-Ouest où Biba Palinfo est une preuve que l'entrepreneuriat est une force. Au bout de 20 années d'abnégation, Dame Palinfo est aujourd'hui à la tête d'une unité de production d'Atiéké. Ce mets traditionnel importé de la Côte d'Ivoire est entièrement produit à Gawa. C'est un dossier que nous proposent Oumar Roussaillon et Guesbergo Dimitri Badini. D'une production au départ artisanale avec des modestes moyens, Biba Palinfo a aujourd'hui une entreprise moderne pour produire de l'atiéké. Comme matière première, elle utilise du placali en remplacement du manioc en rupture. Cette farine qui provient de la Côte d'Ivoire va de l'état pâteux, passer par plusieurs étapes de transformation pour enfin devenir de l'atiéké. Nous utilisons le placali à cause du manque de manioc. Dans un premier temps, le placali est mouillé dans des bassines puis mis dans des sacs. Les sacs passent ensuite dans un pressoir. La pâte recueillie passe après au tamis puis séchée. Cette farine plus raffinée est ensuite passée à la vapeur et le produit fini qui en ressort est de l'atiéké. De l'unité de transformation, la cuisson et la mise en sachet de l'atiéké se font au domicile de la promotrice. Ici, bon nombre de clients viennent faire leurs achats, car trouvant leur compte dans cet atiéké local que celui importé.
La tchéké en provenance de la Côte d'Ivoire a un coût très élevé. Alors je préfère me ravitailler avec la tchéké locale qui se vend à des prix abordables. Par souci de conservation, je prends un sachet par jour que je prépare pour mes clients. Bon, chaque jour, je prends 5 sacs. Les 5 sacs font 15 sachets pour amener au sud, Doudou, Sansana. Ça marche là-bas, en tout cas, les gens aiment ça. À plus de 20 ans d'expérience dans la production d'attiéké, Biba Palinfo a bénéficié à ses débuts de l'appui du projet allemand PDA-GIZ et du projet d'amélioration de la productivité agricole et de la sécurité alimentaire. Aujourd'hui, ses affaires prospèrent et c'est avec un fonds propre qu'elle a construit son entreprise. Il y a quelques années, je me suis engagée dans la culture du manioc en embauchant quelques hommes dans mon champ. À cette époque, une grande quantité de manioc a été récoltée que j'ai entièrement transformé en attiéké. Le revenu que j'ai obtenu a été injecté dans la construction de mon entreprise. L'unité de transformation de manioc de Biba Palinfo compte une dizaine d'agents et met par jour sur le marché de la région du sud-ouest en moyenne 50 sachets de 14 kg d'attiéké. Au-delà de la localité et sur commande, de l'attiéké plus fin en petite quantité est acheminé vers Bobo Dioulasso et Ouagadougou. Dans l'actualité hors de chez nous, le Canada endeuillé. Hier lundi, une fourgonnette a foncé sur des piétons dans un quartier très fréquenté de Toronto. Le bilan toujours provisoire. Ce mardi donc fait état de 10 morts et d'une quinzaine de blessés. Selon les premiers éléments fournis par la police et les médias canadiens, le conducteur du véhicule a été interpellé. Il s'agirait d'un étudiant de 25 ans. Une nouvelle attaque à la camionnette bélier s'est déroulée à Toronto, au Canada, et le bilan est lourd. Au moins 10 personnes ont été tuées et une quinzaine blessées, dont 4 dans un état critique. Le conducteur a délibérément foncé sur un trottoir en plein quartier d'affaires de la ville. Il a fauché les passants sur près d'1 kilomètre, laissant dans son sillon un véritable carnage. 26 minutes après l'appel à la police, un homme est arrêté près de la camionnette stationnée sur le trottoir, l'avant de la carrosserie endommagée, à quelques rues de là. Après, semble-t-il avoir fui la scène de crime. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a parlé d'un acte insensé et devrait s'exprimer plus tard. Jusqu'ici, la police n'a donné aucune explication quant à son geste meurtrier, mais elle a identifié le suspect. Un homme a été arrêté à bord d'une camionnette de location blanche et placé en garde à vue sans incident. Il se nomme Alec Minassian. Il est âgé de 25 ans. C'est un habitant de Richmond Hill, pas de Toronto. Et le suspect est inconnu des services de police. Les équipes médicales se sont rapidement rendues sur place, mais de nombreux citoyens lambda sont venus au secours des plus grièvement blessés. Ce serait l'un des épisodes les plus violents de l'histoire récente du Canada. Après une première visite et une première journée de visite, Emmanuel Macron entre dans le vif du sujet avec son homologue américain. Il va notamment s'entretenir seul avec Donald Trump sur des multiples sujets sensibles avant de déjeuner avec le vice-président Mike Pence. Au deuxième jour de cette visite d'État, Macron et Trump ont joué à fond la carte de la symbolique. Pose photo pour le président américain Donald Trump, le président français Emmanuel Macron et leurs épouses à Mount Vermont, la demeure historique de George Washington, au bord du fleuve Potomac. Les retrouvailles ont été chaleureuses entre les deux dirigeants qui ont dîné à 4 en privé, juste avant un dîner d'État ce soir à la Maison-Blanche. Symbolique comme une réponse à l'accueil du 14 juillet en France l'an dernier, c'est la première visite d'État de l'administration Trump. Les Macron ont aussi arpenté la Maison-Blanche pour ses premières 24 heures. Le bureau ovale et les deux chefs d'État ont déposé un peu de terre au pied d'un jeune chêne offert par le président français. Aujourd'hui, l'heure sera au travail. Les dissensions ont été nombreuses ces derniers mois sur le commerce, le climat et l'Iran, malgré des alliances contre Daesh et les représailles conjointes contre les sites d'armes chimiques en Syrie. Dans les semaines à venir, Donald Trump est censé annoncer si les États-Unis se retirent ou non de l'accord sur le nucléaire iranien, accord pour lequel il n'y a pas de plan B, selon Emmanuel Macron, qui souhaite que le chef de la Maison-Blanche maintienne son engagement, Téhéran ayant déjà menacé de reprendre son programme nucléaire. Et que nous disent nos journaux ce mardi 24 avril? Réponse avec Abdoul Rasmane Zongo qui nous propose ici une lecture croisée. Le torchon est-il en train de brûler au sein de la famille MPP dans le Sanguier? En tous les cas, dans le box des accusés, énumère l'Observateur, la gestion clanique et familiale au sein du parti, la mise en banc de touche de certains militants,
ont été au cœur d'une réunion de crise dimanche dernier. Le parti est géré par une famille qui impose son dictat, s'indigne Boukaré Bakouan du MPP. Un problème peut en cacher un autre. Le maire de Réau, lui Bazimo, lui aussi serait-il en train de devenir un gros caillou dans les souliers des conseillers municipaux, se questionne aujourd'hui au Faso. Il est suspecté d'occultisme et de mauvaise gestion, ajoute notre confrère. Faux, rétorque le maire. Ce sont des histoires, clame-t-il avant de conclure. C'est le MPP, mon propre parti, qui me met les bâtons dans les roues. À chaque maire son dilemme, cette fois-ci alimentaire. Le maire de l'arrondissement 11 de Ouagadougou, Ibrahim Maré, brise l'omerta, monte au créneau et s'insurge contre ce qu'il qualifie de manœuvre politicienne au détriment de sa population. En effet, explique le journal Le Pays, des vivres destinés à des personnes vulnérables de l'arrondissement 11 de Ouagadougou ont été contre toute attente repris sous prétexte d'erreur de destinataire. Pour le maire, c'est une injustice qu'il faut réparer car, je cite, « l'on ne peut pas offrir un plat de thon à un affamé, puis revenir plus tard le reprendre, sous prétexte que l'on s'était trompé de destinataire. » Voilà, merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.